Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, depuis quelques jours dans les journaux américains, les articles sur Trump voisinent avec des recettes de dinde rôtie, de farce au marron et de sauce aux érelles. Que se passe-t-il ? Eh bien c'est très simple, c'est Thanksgiving ce jeudi 28 novembre, cette grande fête qui célèbre l'amitié fondatrice mais illusoire entre colons et amérindiens en 1620. Dès ce mercredi, les Américains vont prendre l'avion en masse pour rentrer dans leur famille et on suppose comater tout le week-end. Alors peut-être pourrions-nous profiter de ce moment de calme pour revenir sur les événements politiques des semaines récentes et nous pencher particulièrement sur la défaite des démocrates. Elle est cuisante, on l'a vu, puisqu'ils ont perdu des électeurs dans quasiment toutes les catégories de la population, et ce, malgré des mois de campagne présentant Trump comme un danger pour la démocratie. Alors aujourd'hui, quelles leçons les démocrates sont prêts à en tirer et quelles sont leurs perspectives pour la suite des événements ? Ce sont d'excellentes questions, Christophe. Les démocrates ne vont pas tarder à se préparer pour les élections de mi-mandat de 2026. Comme vous savez, aux États-Unis, les cycles électoraux sont très courts. Néanmoins, ils sont en état de choc après la victoire de Donald Trump et ils ne peuvent pas faire l'économie d'une analyse des causes de la défaite. Est-ce qu'ils ont prévu de se réunir ensemble pour tirer un bilan de tout ça, pour faire une sorte d'analyse de cet échec ? Pour l'instant, il y a beaucoup d'articles, d'interviews des caciques du parti qui sortent dans la presse. Ça va continuer parce que le président du Democratic National Committee, donc cette instance qui gouverne le parti au niveau fédéral, ce président, donc Jamie Harrison, a annoncé qu'il ne se représenterait pas, qu'il laissait sa place. Il va donc y avoir des élections pour le DNC début 2025. Et dans les débats entre les candidats qui se présentent déjà pour remplacer Harrison, eh bien, ce dernier va sans doute en prendre pour son grade, car il avait fortement soutenu la candidature de Joe Biden, même après le débat très raté du 27 juin dernier. Oui, un soutien mal avisé qui a fait perdre du temps finalement à la campagne démocrate et à celle de Kamala Harris. Absolument. On peut vraiment dire que les instances du Parti démocrate portent une énorme responsabilité dans la défaite parce qu'ils n'ont pas fait émerger les nouveaux talents, les nouveaux visages du Parti démocrate, et ce, au moins depuis une quinzaine d'années, au moins depuis Obama. Rappelez-vous, pendant le second mandat d'Obama, on est au début des années 2010, les grands pontes du Parti démocrate avaient déjà décidé que ce serait Hillary Clinton, la candidate en 2016, et donc ils n'ont pas du tout encouragé les nouveaux. Pareil, en 2020, de manière inexplicable, c'est encore Biden qui s'est retrouvé candidat, et pareil, en 2024, à nouveau. La seule lueur d'espoir, c'est qu'en 2028, là, pour le coup, les démocrates seront obligés d'avoir de nouveaux candidats. On peut penser qu'il y aura un forum, une assemblée de discussion entre démocrates après l'élection de ce nouveau président du DNC début 2025. Ils feront ce qu'on appelle un post-mortem. Ce sont les républicains qui ont employé ce terme en 2012. Ils avaient fait donc un post-mortem pour analyser les causes de leur défaite à l'époque face à Obama. Donc seront évoquées ces erreurs de casting dont vous parlez, mais je pense qu'ils vont aussi aborder des thèmes de fond et cette incapacité à avoir pu vendre les progrès économiques de Joe Biden. Oui, ils se pencheront sur les raisons de l'échec et l'économie est vraiment citée en premier, et je pense que c'est relativement injuste parce que en janvier 2021, Biden est arrivé au pouvoir avec un plan vraiment bien construit pour reconquérir les classes moyennes, les travailleurs de l'industrie, ce qu'ils appellent les workers aux États-Unis, qui avaient été abandonnés par les élites quasiment depuis les années 1990, lorsque le NAFTA, par exemple, qui est ce traité de libre-échange entre les pays d'Amérique du Nord, Mexique, États-Unis, Canada, avait fait partir les usines au Mexique. À l'époque, le candidat Ross Perot, qui était un candidat indépendant qui s'était présenté en 1992 contre Bush père et Clinton, c'est Clinton qui avait gagné, avait parlé d'un giant sucking sound, c'est-à-dire d'une aspiration gigantesque des emplois américains vers le Mexique. Et les travailleurs américains n'avaient pas tardé, en effet, à s'en rendre compte. La politique économique que propose Biden en 2021, elle vise exactement à renverser toute cette évolution depuis les années 90 pour faire revenir les emplois industriels aux États-Unis. Il lance ces grandes lois sur les infrastructures, sur la construction d'usines de semi-conducteurs et de batteries électriques. Il poursuit le protectionnisme de Trump contre la Chine. Tout est calculé pour redonner de la prospérité aux électeurs de la Rust Belt.
Et ça a finalement pas trop mal marché. D'ailleurs, la presse s'est fait l'écho des réussites économiques de Biden, mais les électeurs n'ont retenu que l'inflation, qui, il est vrai, était assez importante. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'administration Biden en campagne n'a pas su communiquer? Vous avez raison, toute cette politique économique très vertueuse pour les classes moyennes n'a pas eu l'effet escompté sur les électeurs. C'est pas faute de communiquer, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez que Biden a été le premier président en exercice à se rendre sur un piquet de grève. C'était lors des débrayages dans l'automobile en septembre 2023. Et donc là, il communiquait à fond, il avait sa casquette et ses lunettes de soleil sur tout le bien qu'il voulait faire aux classes ouvrières américaines. Pour le reste, peut-être qu'il était trop tôt pour voir vraiment les résultats des Bidenomics en termes de régénération des territoires délaissés. Je crois qu'on pourrait presque avancer une autre explication, qui est que les Américains sont au final beaucoup plus libéraux que nous au sens économique du terme, et que finalement ils ne veulent pas que l'État les aide. Lorsqu'ils voient arriver des subventions, pour eux c'est une preuve d'échec personnel. Il va aussi falloir peut-être discuter du fait que Trump a amélioré ses scores dans toutes les catégories d'électeurs, même celles qui votent plutôt démocrates. Mais oui, et on commence à voir des chiffres sortir très bien calculés sur le résultat des élections de novembre. Dans le New York Times, par exemple, on voit que entre 2012, les élections du second mandat d'Obama, et 2024, les élections du mois dernier, Trump a amélioré son score chez les Africains-Américains, les Latinos et les Asiatiques, chez les personnes peu ou pas diplômées, chez les jeunes. Les seuls pour lesquels les démocrates ont fait mieux entre 2012 et 2024, ce sont les blancs diplômés et les personnes âgées, toutes catégories raciales confondues. Mais arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est une inversion complète et historique de l'électorat entre les deux partis. Pas tout à fait, parce que là, on parle des évolutions. En chiffres nets, les Africains-Américains votent toujours en majorité pour les démocrates et les Blancs toujours en majorité pour les républicains. Il y a juste un effritement de ces majorités. Le seul groupe pour lequel il y a vraiment eu une bascule entre une majorité démocrate et aujourd'hui une majorité républicaine, ce sont les hommes hispaniques qui ont voté à 55% pour Donald Trump. Et pour finir sur toutes ces catégories, un indicateur extrêmement intéressant, c'est celui du niveau de diplôme. Et là, c'est clair, aujourd'hui, le Parti démocrate est celui des élites diplômées, tandis que le Parti républicain est celui des non-diplômés, c'est-à-dire des petits, des déplorables, pour reprendre le terme d'Hillary Clinton, des sans-dents, pour reprendre celui de François Hollande. Et là-dedans, on va trouver des Blancs, des Latinos, des Africains-Américains de plus en plus. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que cette élection de 2024, elle vient montrer qu'on ne vote plus en fonction de sa couleur de peau. Les minorités se sont émancipées d'une lecture racialiste des choses. Ils sont plus séduits aujourd'hui par la parole populiste de Trump que par les positions très morales qu'ont les démocrates sur beaucoup de sujets de société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet électorat s'est lassé des propositions politiques des démocrates? Mais oui, et là, il faut parler de la radicalité du Parti démocrate sur les questions sociétales, qu'il s'agisse des questions de police et de sécurité, d'immigration, d'antiracisme et de questions transgenres. Alors, ces derniers thèmes étaient surtout en pointe autour de 2020. En 2024, c'est la question de la guerre Israël-Hamas qui était également très clivante. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a à nouveau une certaine injustice dans la campagne que l'on vient de vivre, parce que Kamala Harris a pris ses distances avec toutes ces questions et toutes ces positions trop progressistes. Elle n'en a jamais parlé, mais il faut croire qu'elle n'a pas été assez claire, qu'elle est restée au milieu du gué. On l'a vu par exemple sur la question Israël-Hamas. Et du coup, les électeurs ont continué à penser que les candidats démocrates et la candidate à la présidence démocrate étaient beaucoup plus à gauche qu'ils ne l'étaient en réalité. Il faut ajouter que les républicains n'ont pas hésité à appuyer sur tous ces points. Dans les dernières semaines de la campagne, on sait maintenant que 30 millions de dollars ont été consacrés à des publicités faites par le Parti républicain pour dire à quel point Kamala Harris restait favorable au financement par le contribuable américain des transitions de genre chez les prisonniers notamment. Il y avait un thème pourtant qu'on pensait porteur pour les démocrates, c'était celui de la défense de l'IVG. Et là non plus, ils n'ont pas réussi à convaincre l'électorat pour cette élection présidentielle. Oui, ce qu'on a vu de très intéressant dans la campagne donc de novembre 2024, c'est que beaucoup des référendums organisés dans les États pour défendre le droit à l'IVG
ont été votés par les électeurs, sauf celui de Floride, mais la Floride est un cas à part. Et dans ces États, là où les électeurs votaient pour protéger donc le droit à l'avortement, ils donnaient en même temps une majorité à Donald Trump. Donc ce thème a été mobilisateur, mais pas en ce qui concerne l'élection présidentielle. On imagine donc un bilan va être dressé par les élus démocrates et les responsables démocrates. Donc il va y avoir bien sûr une analyse de cette défaite, mais aussi peut-être un programme pour les années à venir. Oui, je crois que les directions du parti dans les années qui viennent vont être difficiles à choisir pour ce grand groupe politique américain. Il va y avoir des disputes entre l'aile modérée du parti qui veut parler aux classes moyennes dans la lignée des Bidenomics, mais ils n'ont pas réussi jusqu'à présent, donc je ne sais pas très bien comment ils pourraient réussir en 2026 ou en 2028. Donc une dispute entre ce courant-là et la gauche du parti, donc celle qui est très progressiste, et qui est tentée de continuer à dire aujourd'hui, au lendemain de la défaite, que la seule explication de la victoire de Trump, c'est que ce dernier a été élu par une Amérique raciste et misogyne et que la candidate Kamala Harris n'était pas assez progressiste dans sa campagne. Ce qui serait finalement reproduire les erreurs du passé. Mais oui, c'est ce qu'on peut craindre, d'autant plus que les militants très à gauche, les donateurs, les tissus d'ONG qui soutiennent le Parti démocrate sont toujours sur cette même ligne ultra-progressiste. Mais là où on voit qu'ils n'entraînent pas avec eux l'ensemble du Parti démocrate, c'est que, comme vous avez peut-être remarqué, le mouvement de résistance qu'on avait vu en 2016 avec ces marches des femmes, avec des bonnets roses, il n'est pas du tout présent cette fois-ci. On l'entend pas du tout. Mais que se passera-t-il si cette ligne ultra-progressiste du Parti démocrate garde la main sur le parti ? On peut imaginer une réorganisation idéologique entre démocrates et républicains de la manière suivante. On aurait d'un côté le parti des élites super éduquées qui étalent ses convictions très vertueuses et en face d'eux, les prolos, les vieux réacs populistes du parti républicain. Sur ce parti démocrate très éduqué, je voudrais vous mentionner un livre très intéressant qui vient de sortir en 2024, un livre de Rob Henderson qui s'appelle Troubled. Alors, c'est un petit peu comme J.D. Vance dans Hillbilly Elegy. L'auteur Henderson raconte son enfance. Il a été placé dans des familles d'accueil pendant des années. Il a réussi à s'en sortir par les études. Il a fait un PhD à l'université Yale. Et il a rencontré là-bas ces fameuses élites démocrates surdiplômées et il dénonce ce qu'il appelle leurs croyances de luxe, des luxury beliefs, c'est-à-dire des convictions très généreuses que ces élites peuvent se permettre d'avoir et qu'elles tiennent à manifester de manière très ostentatoire pour se démarquer des classes moyennes, par exemple sur des sujets comme la police ou l'immigration. Donc résumons, les progressistes resteraient chez les démocrates, les réactionnaires resteraient chez les républicains. En revanche, les classes moyennes et populaires glisseraient du Parti démocrate vers le Parti républicain. Cette recomposition, finalement, elle est en cours depuis au moins une quinzaine d'années, depuis la crise de 2007-2008. Mais là, on pourrait la voir se confirmer. Pour donner un peu de perspective historique en conclusion, c'est quand même pas la première fois qu'on assiste à des réorganisations et des modifications idéologiques entre républicains et démocrates. Rappelez-vous qu'au XIXe siècle, les démocrates étaient le parti des esclavagistes du Sud et des machines politiques corrompues dans les grandes villes du Nord, tandis que le parti républicain, à l'époque, était ce parti du Nord très militant pour la prohibition de l'alcool et l'émancipation des Noirs réduits en esclavage. Deux évolutions que vous nous avez brillamment racontées dans 2 épisodes, l'un consacré au Parti démocrate, l'autre consacré au Parti républicain. Nous vous mettrons évidemment les références dans la description de ce podcast. Merci beaucoup Laurence et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal. Merci Christophe, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.